Sécure épisode spécial. Je suis encore avec le bel Alex, avec un petit bonhomme sourire. Comment vas-tu? Bien, toujours bien. Excellent. Cette fois-ci, tu viens nous parler de notre trop grande dépendance au numérique, d'un point de vue résilience, d'un point de vue humain, d'un point de vue ce qui s'en vient devant nous, ça a des conséquences. Je vais te laisser commencer avec ça. Allez, une petite mise en situation comme j'aime tellement les faire. On a tous un téléphone cellulaire et sur ce téléphone cellulaire là, grosso modo, on a pas mal notre vie. Donc, mettez-vous en situation et puis je vais prendre un cas qui m'est arrivé là. Vous devez prendre l'avion, vous précipitez, vous oubliez votre téléphone aux toilettes, vous arrivez à l'aéroport, vous enregistrez et puis là vous apercevez que votre téléphone, vous ne l'avez pas dans la poche, mais qu'il va vous falloir à peu près 1 heure pour revenir le chercher et 1 heure pour revenir à l'aéroport. Donc c'est pas possible de faire l'aller-retour, sinon vous allez rater votre avion. Donc vous prenez la décision de prendre l'avion sans votre téléphone. Donc là vous avez plus de messagerie, vous avez plus votre paiement par téléphone si vous faites ça, vous avez plus de GPS, vous avez plus vos outils de double authentification et tout ce qui va avec. En fait, vous perdez une bonne grosse partie de votre vie numérique et là, vous vous sentez tout nu. Comme ça nous arrive parfois d'oublier notre téléphone. Donc mettez-vous bien dans ce contexte-là, parce que c'est des choses qui arrivent et moi ça m'est arrivé et franchement je l'ai pas vraiment bien apprécié. Donc combien de temps tiendriez-vous sans votre téléphone? Et puis comme c'est dans le chat, vous pourrez marquer dans le chat combien de temps vous pouvez tenir dans votre téléphone. On va faire un petit peu d'interactivité avec cet épisode-là. Combien de temps vous pouvez tenir sans votre téléphone avant que ça vous pose réellement de problèmes? C'est là où justement il va falloir vous préparer à être résilient numériquement sans avoir votre téléphone ou savoir qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de votre tablette si vous n'avez plus votre téléphone, quelles sont l'acceptation de risques que vous allez faire pour pouvoir vite fait sur votre tablette remettre différents outils nécessaires en fait à votre travail. Donc, perte de téléphone, je vous invite vraiment à voir ce qu'il en est par rapport à ça. Et puis une autre question. Puis là, tu mentionnes ça dans autre chose, puis ça a d'autant plus de conséquences graves maintenant que ça n'avait, disons, on remonte juste il y a 5 ans, pré-confinement. Le monde a changé énormément entre les deux, puis je pense qu'on n'a pas réalisé à quel point ça a changé. Tu parlais du deuxième facteur, maintenant c'est rendu obligatoire partout. Les votes de mots de passe, dans certains services, ça prend absolument le téléphone avec les SMS. Il y a une panoplie de fonctionnements modernes qui sont dépendants de cet objet-là parce qu'il est maintenant présumé toujours être avec quiconque. Et le problème qu'il reste juste 1% de la population qui refuse encore d'en avoir un, à tort ou à raison. Mais la société n'est plus faite pour vivre sans téléphone cellulaire. Donc, c'est énormément de problèmes qui dépassent largement de ce que tu as mentionné, là. Ouais. Et tu parlais de la voûte de mot de passe, bah forcément j'ai une voûte de mot de passe sur mon téléphone et sans mot de passe, là, ça devient très très vite compliqué. Donc, sommes-nous encore capables de fonctionner sans numérique? C'est ce que tu disais très très justement là depuis la pandémie là avec la double authentification, le fait qu'on bouge beaucoup là. La réponse est je vous laisse la marquer dans le chat. Ah, je vais m'amuser avec ça. Donc, moi, perso, vivre sans le numérique, je pense que j'en suis capable, mais sur du court terme, clairement. Et ça dépend, en fait, le contexte. Si j'ai un travail à faire sans numérique, là, non, je ne pourrais pas faire du travail. Et on va un petit peu aborder la partie intelligence artificielle qui remplace copieusement notre masse cérébrale qui se trouve dans notre boîte crânienne, qui devient de plus en plus atrophiée et idiote au profit, en fait, de quelques CPU qui fonctionnent outre-Atlantique. On va dire ça comme ça. Donc, dépendance invisible, hein, la communication, hein, appel, texto, WhatsApp. En fait, on a tout ça sur notre téléphone. Mais si tu perds ton téléphone, t'as plus les numéros de téléphone. Est-ce que tu te rappelles des numéros de téléphone
ne serait-ce que ton épouse, d'accord? Moi, je me le suis gravé, tu sais. Mais non, Non, généralement, j'ai même plus cet espace dans ma mémoire. Là. Puis ça, c'est un des effets pervers des téléphones cellulaires, notamment. Tout ce qu'on peut déléguer à notre téléphone, on le fait. Donc, les dates, notre téléphone, les rendez-vous, tout est rendu à cet endroit-là. Le seul numéro de téléphone que je me souviens encore maintenant, c'est le numéro de téléphone que j'avais chez mes parents quand j'étais adolescent. ouais, c'est marrant. Qui était le numéro à la maison, c'est le seul que je me souviens encore. Et on s'en me demandait n'importe quoi maintenant, je suis vraiment galéré, mais solide, là. Solide, là. Et je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est marrant que tu parles de ce numéro-là, parce que ce numéro-là, vous vous en servez plus. Non. Et moi, Non, c'est non, c'est pareil. mort. Moi, de toute façon, si mes parents, depuis, ont des cellulaires, puis ont plus ce numéro-là. Mais juste parce qu'il était gravé dans ma tête de cette 10 ou quinzaine d'années-là où ce numéro-là était le numéro de référence, soit pour les appeler quand j'étais dans le pétrin, ou je le donnais aux gens pour qu'ils puissent me contacter parce que je demeurais là à ce moment-là. Puis c'était à l'époque des téléphones filaires 100% avec les fils tortillés et tout ça. Donc c'est ça, mais ça a été gravé. Et c'est fou parce que ce numéro-là spécifiquement a été gravé très, très fortement. Donc, c'est le seul numéro qui est encore là. Par ailleurs, les autres n'ont pas été gravés, même si à une époque, je m'en souvenais quand même un peu. Tous ces autres numéros-là ont été zappés, ont disparu avec l'atrophie de ma mémoire des numéros de téléphone. Ouais. Et c'est marrant, et je suis curieux d'ailleurs, les personnes qui écoutent là, est-ce que vous vous rappelez des premiers numéros de téléphone? C'est fort possible que oui, mais les numéros de téléphone de votre conjoint, de vos enfants là, possiblement vous vous en rappelez pas. Donc, plus de téléphone, plus de numéros. Et tu disais tout à l'heure, justement, les rendez-vous, etc. On a tout ça en fait sur nos téléphones. Donc, on a toute une partie de notre vie, de notre organisation là qui vient de s'envoler. D'accord. Donc hyper important, disparition du carnet d'adresses, papier, etc. Au niveau Le des carnet d'adresse, c'est le problème le plus sauvage. Tu parlais du calendrier. Le seul effort que je fais encore avec le calendrier, c'est que, justement, en début de semaine, je mémorise mon calendrier de la semaine. Fait que je le regarde pas trop, mais fait qu'il est comme imprimé dans ma tête, puis je fais l'effort. Là. C'est un effort. Puis il y a bien des gens qui font juste se laisser porter par les alarmes qu'ils ont au courant de la semaine pour ce qu'ils ont à faire. Puis comme si on avait une nounou qui s'occupait de nous pour se gérer. Puis à ce moment-là, tu désapprends à gérer tout ce qui est. Oui, c'est terrible. Et c'est marrant parce que au Québec, on appelle ça un téléphone intelligent. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Finance, un paiement par carte, un virement guichet automatique. Alors on a de moins en moins de cash. Donc généralement sur notre téléphone, qu'est-ce qu'on a? On a de l'accès à la banque. Donc de là, on va faire du virement, on va regarder nos comptes, on peut payer. Moi, je paye beaucoup avec mon téléphone maintenant là. Je trouve ça super pratique. Plus de téléphone, tu peux plus payer. Il faut que tu te rappelles de ton numéro de carte de crédit. Et d'ailleurs, il va falloir que je passe à ma banque parce que mon numéro de carte de crédit, mon code NIP, je m'en rappelle pas et ça me pose quand même quelques petits problèmes. Donc, il va falloir que je le change. On n'a plus ça. Donc, ça aussi, finance. Donc, imaginez, vous n'avez plus votre téléphone. Si vous aviez seulement sur votre téléphone votre carte de crédit, puis que vous n'aviez pas votre carte de crédit chez vous physique, le bout de plastique, là, bah, vous êtes fait, vous ne pouvez plus payer. Donc, à l'aéroport, ça peut être problématique. Sans compter qu'en plus de ça, avoir uniquement son numéro, enfin son moyen de paiement sur le téléphone sans plus avoir de carte de crédit plastique, c'est très con. Je vous le dis, hein, c'est très très con parce que un téléphone, ça fonctionne avec de l'énergie et l'énergie, ça se consomme et au bout d'un certain temps, votre téléphone, il a plus de batterie. Ouais, ça, c'est l'aspect où je résiste énormément. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que, en général, elle a fait une pointe. Et il y a bien une chose que je résiste de faire, c'est d'avoir mon numéro de carte de crédit, ma carte de crédit est sur mon téléphone. Mais il est très rare que j'utilise mon téléphone pour effectuer un paiement. Je suis beaucoup plus dans un contexte où j'ai toujours ma carte physique avec moi, puis je résiste, mais je résiste. Puis ça intrigue beaucoup les gens autour de moi. Pourquoi je résiste tant que ça? Ben, c'est parce que je suis pas comme à l'aise de dépendre que de mon téléphone, surtout pour quelque chose d'aussi important que d'être capable de payer ce qui est autour. Enfin, j'ai toujours ma carte. Et si je suis dans le pépin, là, j'ai mon téléphone. C'est comme mon backup, c'est mon téléphone.
Puis c'est amusant, puis parce que le même exemple m'est arrivé en fin de semaine. Ma chambre d'hôtel ne s'ouvre qu'avec mon téléphone. Et il y a une journée, j'ai oublié d'apporter ma batterie de spare pour être capable de maintenir la journée. Et donc, j'ai arrêté d'utiliser mon cellulaire à un moment donné parce que sachant que si je vidais ma pile, je n'étais plus capable de rentrer dans ma chambre d'hôtel sans complications. J'aurais pu arriver, mais c'est comme perdre son mot de passe, tu y arrives toujours. Mais les complications pour y arriver auraient été telles que j'ai fait comme moi, j'ai arrêté d'utiliser mon cellulaire juste parce que je voulais être sûr d'avoir ma clé pour être capable de rentrer le soir. Ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est marrant parce que de plus en plus, hein, on devient hyper dépendant à son cellulaire. Et pour les chambres d'hôtel, ouais, je veux dire, de plus en plus, ça devient très con. Mais on est dans une société moderne de plus en plus et on va dans ça. Mais on s'aperçoit pas toujours, sauf quand on le vit, du risque que l'on entraîne avec ça. C'est pour ça que sur l'histoire du paiement, moi, systématiquement, là, j'ai un $100 en liquide sur moi. Parce que si j'ai plus de moyens de paiement, bah, je veux pouvoir payer l'essence si s'il y a les cartes de crédit ne fonctionnent plus, aller payer de la bouffe ou de l'eau si j'ai besoin d'aller chercher de l'eau. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont hyper importantes parce qu'en étant trop dépendant, si l'informatique ou le cellulaire ne fonctionne plus ou la carte de crédit ne fonctionne plus, bah tu peux plus payer. Et si tu peux plus payer là, je vous invite d'ailleurs à aller voir l'autre podcast où on a discuté justement de qu'est-ce qui se passerait en cas de blackout et les guerres civiles et tout ce qui tombe avec. Bah on peut être vite dans la merde. Orientation, le GPS, tout à l'heure, on en discutait hors ligne. Les gens ne connaissent pas leur ville, donc hop, on rentre le GPS, on rentre l'adresse où on veut aller. Plus de téléphone, plus de GPS. Donc on peut avoir le GPS de la voiture, bien évidemment, mais ça aussi, il y a des possibilités de dérégler ce genre de truc-là. Donc perte de repères géographiques. C'est fou, puis c'est pas des repères géographiques, puis ça encore, ça ramène mon adolescence. À Québec, je me souviens encore des numéros d'autobus qui sont encore valides maintenant pour la plupart. Il fallait les circuits essentiels. Et ça, je m'en souviens encore. Enfin, je suis encore capable de me démerder, de trouver le bon autobus, le bon circuit sans avoir à me replier sur une app pour savoir où me rendre ou à peu près me rendre dans cet endroit-là. Mes enfants, probablement pas. Ouais, c'est ça. Et puis, ils vont devoir sortir une application, essayer de trouver et même savoir lire une carte. Imagine, je pense que les jeunes ne savent même plus faire ça. Non, c'est ça, les cartes papier, oublie ça. On en trouve plus des cartes papier. Enfin, on en trouve, mais ça devient rare. Et puis, c'est old school une carte papier. On va pas s'emmerder avec ça. Concernant le travail, forcément là, le cloud, Teams, M365, du moment qu'on n'a plus accès en fait à notre électronique, à notre téléphone, là encore, ça peut nous poser des problèmes. Donc, incapacité de travailler sans connexion. On travaille beaucoup en télétravail. Travailler. C'est le fun, le télétravail, pour ça. Oui, moi aussi, je suis un grand. Et on en a parlé un peu. Plus d'électricité, c'est foutu. Plus d'Internet, t'es foutu. Est-ce que les plans de repli sont là? Toute cette dépendance-là, elle est immense et nous amène à devoir réfléchir différemment. Et clairement, ce que je vois présentement, les gens n'ont pas fait le pas de réflexion que ce que l'entreprise faisait pour eux avant, donc de s'assurer qu'il y a toujours de l'Internet, l'électricité et ainsi de suite. À la maison, ils l'ont pas fait, cet exercice-là, pour les amener à être à degré de dépendance-là. Et je te lève mon chapeau parce que toi, tu l'as fait, parce qu'à l'heure actuelle où on enregistre, t'es en panne de courant. Oui, puis je m'en suis même pas aperçu. Donc oui, on a une panne de courant et c'est mon épouse qui m'a dit, on n'a plus de courant. Donc heureusement, je suis sur des systèmes avec des batteries là, et donc ça tombe bien. Mais oui, ça arrive n'importe quand et il faut être prêt par rapport à ça, un minimum. Et on en parlait dans l'autre podcast, l'électricité, c'est l'énergie, quoi. Donc c'est la vie. L'énergie, c'est la vie. S'il n'y a pas d'énergie, ça s'arrête. Notre podcast se serait arrêté, puis on aurait replanifié, et puis. Donc c'est hyper important de se projeter et pas de penser que tout est acquis, loin de là. Quand ça tombe, ça casse. Par exemple, la panne Roger, là, 2002, là, des millions de personnes, là, sans le 911. Donc là aussi, une panne électrique, ça joue sur la sécurité.
pas de paiement, pas de télécom, etc. Donc on joue sur ça. Et comme on l'a vu un petit peu avant, on est hyper dépendant avec les communications là. Les abonnés Roger, ils avaient plus leur cellulaire. Donc là aussi, comment est-ce que je vais dire à mon fils, ah bah tiens, je vais te chercher, ou comment est-ce qu'on fait? Tempête du verglas, on en avait discuté aussi, l'infrastructure, tout ça, là, c'est des choses qui peuvent tomber et avoir un effet collatéral sur notre propre système de vie. Donc retour au papier, retour à la radio VHF, etc. Attaque cyber sur les hôpitaux, là aussi, ça a un enjeu. Rendez-vous annulé, patients redirigés. On a des personnes, on le prend peut-être avec le sourire, mais une cyberattaque sur les hôpitaux, là, ça fait des morts. Ça fait des morts. Donc là aussi, là, je veux dire, c'est une chose de cyberattaquer une entreprise pour estorquer des sous, c'en est une autre de cyberattaquer une organisation qui sauve des vies. D'accord? Bon, je ferme ma parenthèse parce que je pourrais beaucoup dire là-dessus. Impact direct sur l'humain, sur nous. Bah, ça va nous générer quoi? Ça va nous générer de l'anxiété, de l'isolement, parce que si on peut plus communiquer par téléphone, bah, on reste isolé. Ça rejoint un petit peu le 911. Sentiment d'impuissance. Je pense que tout le monde, et puis ça serait intéressant que vous le marquiez dans le chat, tout le monde, à un moment ou un autre, oublié son téléphone. On se sent nu. Enfin, moi, personnellement, je me sens... j'ai perdu quelque chose, j'ai perdu une partie de moi-même. Et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Dites-le dans le chat. C'est ça, puis pour partager mon expérience, il y a deux facettes, parce que tu as mentionné combien de temps que tu es capable de vivre sans cellulaire. Ça dépend, moi, ça va vraiment dépendre du contexte dans lequel je suis. Si je suis en repos, j'ai déjà fait jusqu'à 5 jours sans cellulaire. Ça se fait. Dans un contexte où j'ai pas eu d'urgence, j'étais dans un contexte contrôlé et tout ce qui permettait. Donc, j'avais pas besoin de m'inquiéter par rapport à ça. Donc, j'avais pas besoin de savoir si les gens autour de moi, tout était sous contrôle. Et à la limite, on était capable de me rejoindre, on m'appelait à l'endroit où j'étais, puis les gens savaient où j'étais. Ça, c'est une chose. Fait que ça va jusque-là. Si j'allais dans un contexte non contrôlé comme ça, plus une vie de vie quotidienne, je vais aller probablement jusqu'à une demi-journée que je vais être capable de faire ça. Et là, je vais avoir le sentiment de vide à l'intérieur ou d'inquiétude, parce que ça devient comme une espèce de filet de sécurité dans lequel qui est acquis. Si j'ai un problème, j'ai toujours une façon de m'en sortir. Donc, là, ça fait cette fonction-là. Fait que si je l'ai pas, là, j'ai pas mon filet de sécurité, quand dans les faits, il y en a encore beaucoup d'autres filets de sécurité. Okay, il n'y a plus de téléphone payant sur le bord de la route, mais il demeure quand même, socialement, on est encore dans un contexte où les gens sont encore suffisamment bienveillants pour venir te sortir du pétrin quand tu es dans une situation un peu plus précaire. Là. Mais personnellement, comme je le ressens, là, je le sens pas bien. Là. Je suis vraiment inconfortable. Là. Ouais, c'est ça. Cette notion d'inconfort, là, c'est impressionnant. On pourrait être dans l'inconfort quand on n'a pas de chauffage, etc., ou qu'on manque un petit peu de bouffe. Mais un téléphone, ça nous génère le même inconfort que si on a froid, que si... cette pyramide de Maslow, ça vient nous chercher dedans. Donc, c'est extraordinaire par rapport à ça. Donc, sur les conséquences humaines, stress psychologique, dépendance, perte de contrôle, ce que tu disais, oui, on a l'impression de perdre le contrôle. Ouais, mais je veux dire, t'as pas ton téléphone, tu vas pouvoir t'en sortir. C'est là où la notion d'antifragilité, là, est hyper importante. Le fait d'être hyper dépendant à son téléphone nous rend de plus en plus fragiles. Donc, il faut de temps en temps, en fait, revenir sur des méthodes standards, sans téléphone, et puis s'entraîner à ça. Et ça nous rend antifragile parce que, en effet, il y a toujours des solutions de contournement par rapport à ça. Faut-il encore y avoir réfléchi un petit peu avant? Panique sociale. Ça, c'est important, ruer vers les supermarchés dès qu'une panne dure plus de 24 heures. Là, et puis, on l'a vu dernièrement. Là. Les gens rentrent dans une peur, dans une panique. Et puis, je pense que... On l'a vécu dans le confinement, mais la panique, elle est sur des drôles d'objets par ailleurs. Là. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a été sur une certaine forme de papier que la panique a pris plus que sur de la nourriture. Mais on peut toujours s'attendre à un certain nombre d'éléments
de panique qui est associée à une présomption de manque qui s'en vient. Ouais, et c'est marrant parce que l'humain est peut être excessivement irrationnel, et c'est vrai, se jeter sur du papier cul, là, alors que limite, dans le pire des cas, tu vas te prendre une lingette, là, ou un bout de chiffon humide, et puis tu vas le faire à l'ancienne, tu vas t'essuyer avec un bout de chiffon humide, et puis tu vas le nettoyer, c'est cracra, mais voilà, tu peux rien faire d'autre, tu vas le faire comme ça. Donc, c'est, ouais, c'est ça, il y a beaucoup à dire. Bon. Panique sociale, donc cruée dans les 24 heures, là, et puis il va de soi, on le sait pertinemment, si on peut pas accéder à quelque chose, on va essayer d'y accéder de force, surtout si tu dois amener de la sécurité à des proches, notamment des enfants, ça va te rendre encore plus irrationnel. Et c'est tout à fait humain, et on est fait comme ça. Inégalité, là, les plus vulnérables sont les plus touchés, aînés, personnes isolées. Déjà, une personne, un aîné, là, servir du téléphone, là, c'est pas toujours évident, mais quand ça n'a plus, c'est encore plus désagréable. Donc là aussi, c'est intéressant, là, ça va générer des inégalités par rapport à ça, versus les jeunes, là, qui passent leur vie sur leur téléphone, et que si tu leur enlèves leur téléphone, là, le stress psychologique, là, anxiété, isolement, etc., là, ça pleure, quoi. Ils ne savent plus rien faire. Si t'as pas le téléphone, ils savent plus rien faire. Donc, c'est important de les entraîner à se passer du téléphone pendant un certain nombre d'heures. Anecdote possible, ce que j'avais noté, tes propres simulations blackout, hein. C'est intéressant de faire des simulations. C'est pour ça qu'on fait régulièrement des simulations de blackout, parce que la réaction des gens est différente. Et tu parlais de contexte tout à l'heure, là. Sur un contexte que tu maîtrises, hein, dans un environnement que tu maîtrises, hein, ça va être moins compliqué que dans des environnements où tu ne maîtrises pas, etc. Et le fait de s'entraîner systématiquement à se dire, tiens, j'utilise plus mon téléphone, je suis dans un environnement sécurisé, comment est-ce que je fais? Puis je n'utilise pas plus mon téléphone dans un environnement où je ne maîtrise pas grand-chose, qu'est-ce que je fais? De le vivre, c'est beaucoup mieux que simplement d'y réfléchir. Parce que là, on va trouver des solutions, et ces solutions, ça va être de l'acquis, et on devient de moins en moins antifragile. Donc ça, là, tous ces aspects de conséquences humaines, c'est là où on est hyper dépendant. Et je vais faire une petite digression sur la partie ChatGPT. ChatGPT nous rend totalement idiots. Totalement idiots. Et je parle beaucoup politique, on a parlé un petit peu avant. Et je gonfle mon entourage avec le fait de parler de politique, etc. Là. Et en fait, mon épouse m'a dit, mais écoute, parle politique avec ChatGPT. Et en fait, voilà, je parle politique avec ChatGPT, il est toujours d'accord avec moi, quelle que soit ma couleur politique. Je peux jouer un mec d'extrême gauche, un mec d'extrême droite, il sera toujours d'accord avec moi. Il m'amènera des nuances, mais il me contredira jamais. Donc c'est intéressant, mais en fait, je perds en cohérence, en logique, en pensée, etc., d'avoir en permanence quelqu'un qui ne débat pas en face de moi, mais qui va dans mon sens. Donc, là aussi, on devient de plus en plus idiot, et on devient de plus en plus dépendant à l'intelligence artificielle. Tu as fait plusieurs émissions d'ailleurs autour de ça. Ouais, bon, peut-être pas au niveau de la dépendance, mais je parle plus de la technologie elle-même, mais effectivement, le degré de dépendance est énorme. La façon qui a d'être d'accord avec tout ce qu'on dit va nous amener dans un contexte qui est néfaste pour notre cerveau. Puis c'est là aussi, puis là, petit croche sur la polarisation sociale, puis la perte de la capacité du débat pas agressif, parce qu'on tombe rapidement dans des débats agressifs, polarisés. C'est aussi s'entraîner son cerveau à être capable d'accepter des idées qui sont pas les nôtres et d'en faire quelque chose. Puis là, on est avec un chat GPT qui ne fait que confirmer ce qu'on a déjà, qui remplace les chambres d'écho, dans le fond, les endroits où on fait juste parler avec des gens qui sont d'accord avec nous. Donc, on est encore en amplification de ce problème-là. Donc, cette atrophie de capacité de négocier avec autrui, même si on est en désaccord, puis d'être capable de naviguer avec le désaccord, le fait et tout ça. Puis, socialement, pour moi, c'est un sérieux problème, mais on atrophie cette capacité-là. Et le chat GPT de ce monde amplifie encore plus
ce qui est déjà un problème au niveau social, puis au niveau de la euh, cohérence sociale, l'espèce de tissu social qu'on a qui est en train de se désagréger progressivement, ben, cette atrophie-là est une conséquence. Puis tout le numérique atrophie tranquillement notre cerveau à ne plus faire grand-chose. Donc, on n'utilise plus les neurones. Pire que ça, puis ça, c'est les réseaux sociaux sont faits pour se baser sur des besoins du cerveau humain, donc d'amplifier. Fait qu'ils manipulent notre cerveau sur des structures dans lesquelles on a évolué pour être, et notamment la paresse, par exemple, qui est fondamentale. On est tous paresseux. Par ailleurs, si on se force pas, ben, le cerveau va nous amener dans cette zone de paresse. Et comme la technologie nous y amène, ça l'atrophie encore plus. Puis on n'a pas de raison. C'est comme faire du sport, là. C'est pas le fun, mais il faut le faire. Mais c'est comme la même chose pour le cerveau. C'est pas le fun, mais il faut le faire. Mais le numérique nous coupe de tout ça. Ouais. Et de plus en plus, et hors enregistrement, je t'avais parlé de l'exosquelette que j'ai vu. Ça devient super abordable. C'est 1 200 $ un exosquelette pour aller faire des randonnées. Mais le propre d'une randonnée, c'est de faire un effort. Si tu as un exosquelette qui marche à ta place, tu fais plus l'effort. Et donc, on était en train de se faire, comme tu le disais très justement, atrophier le cerveau, là. Et là, on va se faire atrophier les jambes parce qu'on va avoir un exosquelette qui va marcher pour nous. Et voilà, on devient hyper dépendant à tout ça, là. Et l'humain, de toute façon, de base, est paresseux. Donc, dès qu'on peut avoir une technologie qui remplace quelque chose, eh ben, c'est parfait. Et ça me fait vraiment penser à Idiocratie, à Willy. Oui, Wall-E. Wall-E pour sur les grands lits flottants, on se fait nourrir, puis on fait rien d'autre que juste être diverti, là. Non, c'est ça. Et l'idiocratie, parce que de toute façon, tu réfléchis plus. Je veux dire, on va, enfin bon, on va arrêter là. On va arrêter. Allez, conséquences humaines. Donc j'en ai parlé un petit peu par rapport à ça, là. Donc oui, c'est important de s'entraîner, de garder ça. Et comme tu le disais, j'aimais bien ce que tu disais. Faire du sport, c'est pas forcément le fun là, mais il faut le faire parce que sinon on se dégénère. Et donc réfléchir, débattre, ton approche sur justement le fait que on ne débattait plus et que ChatGPT ne permettait pas forcément. Bah après, il y a des prompts à faire. Je veux dire, on peut débattre avec ChatGPT, mais généralement, on va sur quelque chose de basique qui nous confronte pas. Et si ça nous confronte pas, forcément, ça nous met dans notre raison. Et si notre raison est la meilleure du monde, eh ben, c'est le bordel. Donc, ensuite de ça, résilience, bah, comment est-ce qu'on peut devenir résilient par rapport à tout ça, à cette hyper dépendance? On a 2 voies possibles. Soit on continue à être hyper dépendant et puis on va rentrer dans un monde à la Wall-E, à l'idiocratie, puis pourquoi pas? Si c'est comme ça, bah pourquoi pas? On peut accepter ça. On va dans notre côté humain de paresseux et puis youpi, jusqu'à ce que ça se coupe. Ou alors, on peut justement résister, s'entraîner, faire en sorte d'être résilient et résilient personnellement. Donc, qu'est-ce qui remplace l'électronique? C'est le papier. Ce qui remplace l'électronique, c'est le papier. Donc, tout ce qui est numéro de téléphone, là, ça peut être intéressant d'avoir ces numéros de téléphone essentiels sur une petite fiche. Et nous, on fait des cartes réflexes sur lesquelles c'est une carte de crédit sur laquelle tu marques tes numéros, tes 4-5 numéros essentiels que tu mets dans ton portefeuille. Ça prend pas de place, c'est nickel. Les instructions essentielles. Par exemple, si ta maison brûle, tu as besoin d'avoir ton numéro de téléphone de ton assureur, le numéro d'assurance. Ouais, mais si ça a brûlé, tu n'as plus accès à ton électronique, blablabla. Comment tu fais? Donc, le fait d'avoir sur papier, c'est correct aussi. Le cash en réserve, j'en parlais tout à l'heure. Moi, systématiquement, j'ai 100 $ en cash. C'est d'avoir un minimum de dollars pour pouvoir se payer à boire si tu as soif. C'est l'essentiel, à boire, à manger si tu as faim. Autonomie minimale, on en parlait tout à l'heure. Justement, l'électricité, là, actuellement, on est en panne électrique chez nous, là. On fonctionne sur des batteries, là. Et c'est de l'EcoFlow. Je fais pas de marque, mais en tout cas, ça fonctionne bien. Je suis sur EcoFlow et j'ai 13 heures d'autonomie pour le Wi-Fi, là. Et puis, j'ai à peu près 4 heures sur mon setup d'ordinateur.
Donc là aussi, c'est important. Donc autonomie, lampe, batterie externe, radio à pile ou à manivelle, c'est des choses pour écouter un petit peu ce qu'il en est. Autonomie minimale, hein, il faut qu'on puisse boire, donc des pompes, des filtres à eau là, c'est quelque chose qui est hyper important. Habitude à cultiver. Comme on est hyper dépendant, il faut se détacher de l'hyperdépendance. Donc moi, ce que je conseille, c'est une journée, et puis t'en parlais, c'est une journée sans électronique. Donc on décroche complètement d'électronique, hein. Une journée par mois. Ça peut être intéressant de dire, ok, tiens, je me passe de tout ce qui est électronique. Qu'est-ce que je fais maintenant pour fonctionner sans électronique? Exemple pratique, micro-exercice, là. On se donne un point de rencontre sans cellulaire. Ce genre de truc-là. Donc, toutes ces choses qu'on peut faire manuellement, et puis cette notion de point de rencontre, c'est important parce que on est séparés dans une famille, les enfants vont à droite à gauche, s'il se passe quelque chose, ça peut être important de savoir où est-ce qu'on se réunit, et ensuite de ça, d'aller dans l'étape suivante. Il y a aussi des questions à se poser sur justement tout l'aspect sociétal. Surtout ce qui est dépendance collective, l'école, la banque, les hôpitaux, qui fonctionnent beaucoup avec l'électronique, là. Si demain il n'y en a pas, nos sociétés, là, va très mal fonctionner, là, sans électronique. Tout repose sur le numérique. Donc là aussi, au niveau sociétal, et c'est dans le cadre, là où je mets mes plans de reprise informatique, les plans de continuité, c'est d'amener justement cet aspect-là, de dire, OK, on fait du tout numérique, là, mais si le numérique demain s'arrête, hein, c'est compliqué. C'est pas impossible, c'est juste compliqué. Donc, si on s'entraîne, si on réfléchit, quelles sont les solutions simples, hein, on peut s'en sortir sur du court, moyen, voire long terme. Donc ça aussi, au niveau de nos sociétés, de nos organisations, c'est peut-être intéressant que ce soit poussé, que ce soit quelque part obligatoire, parce qu'on vit de plus en plus dans une société où tout est électronique, et si ça s'arrête, la société s'arrête, et si la société s'arrête, ça a tous des effets de bord qui sont fortement désagréables à vivre au quotidien. Fragilité des infrastructures critiques. Là encore, hein, on parlait justement de la double authentification. Si les gens qui ont un poste important dans une entreprise, qui doivent faire un boulot important, n'ont pas accès à leur double authentification, ils ne peuvent pas faire leur boulot. Et donc, ça va générer des effets de bas. Donc là aussi, c'est important de regarder cet effet-là sur les infrastructures critiques. On parlait d'énergie dans l'autre podcast, hein, c'est une infrastructure hyper critique. Tout ce qui est, par exemple, les feux, les lumières dans les carrefours, quand il y en a plus là. On a fait une simulation sur ça là. On arrêtait toutes les lumières dans les carrefours là. C'est sûr que ça va générer de l'engorgement. Qui génère de l'engorgement génère des difficultés pour faire déplacer les secours. Qui génère des difficultés pour faire déplacer des secours va générer des morts au bout du compte. Puis ça, elle est fascinante parce que je sais pas où ça s'est perdu parce que les gens l'ont oublié. Parce que dans nos cours de conduite, tu apprends que quand que le feu fonctionne pas, c'est un stop. Ouais. Par ailleurs, ce que j'ai constaté dans les dernières pannes électriques à Québec, du moins, les gens ont complètement oublié que c'était ça. Fait qu'il n'y a pas de lumière, on fait aucun arrêt. Fait qu'on risque d'avoir probablement des accidents causés parce que les gens ne savent même plus quelles sont les conventions de fonctionnement dans un cas où il n'y a pas d'électricité. Donc, la lumière devient un stop. Même s'ils n'ont pas pris le temps de mettre un stop réel, il demeure que ça devient un objet comme ça. Fait que c'est fou. Donc, on va se ramasser à ce degré d'incompréhension des conventions qu'on a, ou cette perte-là. Le numérique en fait partie. Et une des causes de ça nous amène au fait qu'on va avoir masse d'accidents, des blessés, probablement des morts aussi, causés que parce qu'on n'a pas maîtrisé. Puis là, tu parles même pas des secours, parce que là, s'il y a un accident dans une intersection, l'intersection devient inutilisable parce que plus personne ne peut circuler. Les gens, il va y avoir des clowns qui vont essayer de contourner, donc vont créer une situation plus problématique, donc littéralement bloqué physiquement parce que plus une auto va être capable de bouger. Donc on amène à des situations qui sont très précaires et dangereuses pour beaucoup de gens, parce qu'on n'a pas cette habitude-là, parce que le GPS nous a pas dit qu'il fallait arrêter, parce que notre téléphone nous a pas dit qu'il fallait arrêter, parce que
et cette dépendance-là de façon de reléguer au numérique toutes nos décisions. Là. Puis ça, il y avait une chose, c'était Ingrid qui était venue au Sécur en parler. Elle dit que c'était son exemple à quel point les gens ont de la misère sans intelligence artificielle. Les gens vont se ramasser dans le fleuve parce que leur GPS a dit de tourner dans le fleuve. Puis pouf, vont y aller. Fait que c'est à ce point où les gens ont perdu leur sens critique et la machine les guide. C'est juste terrible à quel point les gens sont atrophiés là, en ce sens. Mmh. Et oui, ça rejoint la question que j'allais poser parce que en effet, on est de plus en plus atrophié là, mentalement, intellectuellement et puis bientôt physiquement là. Et ça amène une question là, voulons-nous d'une société où une panne d'un fournisseur paralyse tout un pays? Je repose la question et puis vous pourrez répondre dans le chat. Voulons-nous d'une société où une panne d'un fournisseur paralyse tout un pays? D'accord? Moi perso, ma réponse c'est non. J'ai pas envie d'avoir une société où en fait on devient totalement dépendant et on s'y dirige hélas, dépendant en fait de fournisseurs qui du jour au lendemain peuvent décider d'éteindre la lumière. Et je vais cibler par exemple tout ce qui est info nuagique, tout ce qui est cloud, tout ce qui est internet, etc. Là, où on peut avoir des monopoles. Et on va prendre le cas de M365, parce que le cas de M365, eh ben, toute la bureautique et beaucoup, la majorité des entreprises d'ailleurs sont dessus, une minorité sur la partie Google. Ben, on travaille sur des scénarios où en fait, on a un président américain qui, par décret, oblige les sociétés américaines à ne plus donner les services au Canada parce que le Canada ne veut pas devenir le 51e État des États-Unis. Et donc, on fait une coupure de M365. Et là, c'est très intéressant parce que quand je fais cette simulation dans toutes les sociétés, on me dit « Ouais, mais c'est pas possible, machin, ils pourraient jamais faire ça. » Et je leur démontre que si, c'est déjà arrivé chez Alcatel, où il y a des services, c'est Alcatel où je me rappelle plus lequel, enfin bon, on va pas dire la société, parce que je pense que je fais une erreur, où des services, des accès à des services ont été coupés sur direction, en fait, de l'État américain. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Et là, ensuite de ça, quand on rentre dans le scénario en disant « Ah oui, mais j'ai plus mon Outlook, j'ai plus mes accès à SharePoint, alors que je suis en train de migrer plein pot SharePoint, mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi mes solutions de contournement? » Mais l'exemple, c'est la Cour pénale internationale qui a perdu ses accès parce que le président américain est en désaccord avec ce qui se passe. Donc, de son désaccord, puis on parle pas d'un pays, on parle d'une organisation internationale sur laquelle il a décidé, OK, vous coupez parce que je suis en désaccord avec ce qu'ils font. Fait que sur son propre désaccord à lui, il est capable de porter une action comme ça. Donc, si votre entreprise est en désaccord avec ce qui se passe ou le pays, parce qu'on a une certaine velléité commerciale avec les États-Unis présentement, ça pourrait être utilisé comme levier n'importe quand que là, ça vient tout l'ensemble du pays. Fait que donc, on a des réflexions sérieuses à avoir sur cette dépendance-là à des services dans lesquels on n'a aucun contrôle. Là. Ouais. Et ça, c'est marrant parce qu'il y a quelques années de ça, on n'en parlait pas. On disait, mais non, c'est impossible. Et en fait, on s'aperçoit que de plus en plus, il y a ce genre de pouvoir-là qui peuvent être hyper nuisibles. Et c'est juste coupé du numérique. Alors, on l'a vu, sur tout le podcast, on parle justement de la dépendance au numérique. Si demain, on n'a plus accès à M365, bah, il y a un paquet d'entreprises là qui risquent de mettre la clé sous la porte. Donc ça aussi, là, je vous laisserai répondre à cette question. Donc, l'idée là-dedans, là, c'est de renforcer en fait l'éducation à la résilience numérique dès l'école. C'est-à-dire que toutes nos générations, et puis on le voit, TikTok, machin, co, là, Instagram et tout ça, là, ils sont hyper dépendants physiquement à leur téléphone, mentalement à ce qu'ils se voient. C'est toute une génération qui se fait qui se fait mélanger le cerveau sur des trucs. Donc, je penserais, moi, que tout jeune, là, à l'école, là, dès la maternelle, là, que l'on apprenne à tous ces jeunes à utiliser correctement l'électronique et à être résilient à l'absence d'électronique par rapport à ça. Je pense que ça pourrait être intéressant là-dedans.
Je lance un message à tous les ministères de ce monde qui s'occupent d'éducation là. Mettez ça dans vos programmes plutôt que des cours d'éducation sexuelle qui sont un petit peu trop excessives à mon goût. Mais là, je m'embarque sur quelque chose qui est complètement hors champ. Bref, donc par rapport à ça, là, renforcer l'éducation à la résilience numérique dès l'école, et même j'irais un petit peu plus loin qu'à la résilience numérique, à la résilience tout court, et notamment à l'antifragilité, parce qu'on a moyen de pouvoir faire pas mal de choses. Je vais conclure. Donc, en résumé, on ne peut pas se couper du numérique. Là, actuellement, là, c'est clair, on est pas mal pieds et poings liés vis-à-vis du numérique. On le voit de plus en plus. Et on embarque à une vitesse phénoménale avec ChatGPT, avec tous ces trucs-là. C'est super sympa, là. Donc, on ne peut pas se couper du numérique, mais on peut réduire notre dépendance pour mieux encaisser le jour où ça tombe. Donc, on le voit, c'est compliqué de se dépasser, de se passer du numérique, mais n'empêche, on peut s'entraîner pour avoir un minimum de dépendance et faire en sorte que quand ça tombe, on puisse se débrouiller. Allez, trois petits défis concrets. Donc, notez sur un papier là des numéros qui sont essentiels pour vous là. Essayez une journée sans cellulaire, de façon volontaire, sans cellulaire, hein, et puis comme ça va vous amener pas mal de réflexions là. Puis préparez un petit kit, 72 heures sans numérique, cache, lampe, batterie, ce genre de truc là, ça peut être vraiment intéressant. Puis je vais terminer par une fin. La question n'est pas de savoir si le numérique tombera, mais quand il tombera. D'accord? Donc, la question n'est pas de savoir si le numérique tombera, mais quand il tombera. Et la vraie résilience, c'est de rester debout, même quand nos écrans s'éteignent. Oh, c'est inspirant, ça. Je vous laisse y réfléchir. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Ben, j'ai pas plus à dire que participer dans les choses, amener dans le débat parce que c'est le partage de ces informations-là, parce que chacun individuellement, on a des petits morceaux de fête, on n'est pas capable, on n'est pas bien placé. Ce partage va peut-être amplifier la prise de conscience. Donc, j'ai hâte de voir les conversations qui vont émaner de ça, parce que moi-même, j'ai certaines zones, j'en ai parlé ouvertement, que je suis prêt, d'autres je suis pas prêt. On va voir ce que ça fait. Puis, merci encore une fois pour cette contribution.